Et bah, du coup, merci à toutes et tous. Je suis très content de vous partager donc ce retour d'expérience d'un séjour de terrain en Norvège que j'ai fait en septembre-octobre dernier. On a parlé avec les gens qui sont là. Moi, je voulais parler de quelqu'un qui n'a pas pu être là aujourd'hui. C'est Nicolas Giraud, que certaines personnes connaissent peut-être. Il est actuellement en thèse de CIFRE à la Chambre d'agriculture de l'Aude et il travaille sur la capitalisation de l'expérience des agriculteurs pour soutenir l'accompagnement à la transition écologique sous la direction de Laurent Hadar. Mais surtout, il a fait son M2 en Norvège et il a rédigé dans ce cadre un mémoire et un article qui a suivi sur les cueillettes de plantes comestibles en Norvège en mêlant professionnels et amateurs. Et en fait, il a contribué du coup à la rédaction d'un article sur ce sujet qu'il a co-rédigé avec d'autres personnes, dont Irénée Teichidor, qui me semble est dans le réseau. En tout cas, elle a aussi travaillé sur ce sujet et elle travaille au CEF, si je dis pas de bêtises. Dans un contexte, du coup, À l'INB à Marseille. à l'IRD à Marseille. Bon, j'y étais presque. Et elle a contribué à la rédaction d'un article sur, donc Nicolas, Irénée et d'autres collègues, un article sur la soutenabilité des cueillettes en Norvège dans un contexte d'engouement généralisé pour cette pratique. Et dans ces travaux, le nombre de professionnels de la cueillette identifiés en Norvège, il est estimé à une grosse quinzaine de personnes, ce qui donne déjà une idée du gros contraste qui existe entre la France et la Norvège à ce niveau-là. À titre d'info, même si on n'a pas d'idée précise du nombre de cueilleurs professionnels en France, parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de statut de cueilleur, de statut professionnel de cueilleur en France. À l'AFC, l'Association française des professionnels de la cueillette, en 2021, il y avait plus de 200 adhérents, rien qu'à l'AFC. Donc ça nous donne une idée du gros contraste qui existe entre les deux pays en termes de démographie professionnelle déjà. Et donc sur cette photo, vous voyez Eva, qui est une cueilleuse, qui travaille pour une entreprise de cueillette créée il y a quelques années dans le fjord de Trondheim, au nord de la partie méridionale de la Norvège. Et donc je l'accompagnais avec une collègue à elle lors d'une cueillette de plantes maritimes. Et je vous présenterai Eva et aussi l'entreprise de cueillette pour laquelle elle travaille, parce que c'est important à mentionner. Donc moi, je vais passer rapidement là-dessus. Je fais une thèse, je suis en troisième année de thèse, donc sous la direction de Florence et de Samuel, sur la professionnalisation des cueilleurs de plantes sauvages en France métropolitaine, dans l'Hexagone plus précisément. C'est une thèse qui est dans les prolongements de travaux effectués par plusieurs chercheurs et chercheuses, notamment Florence et notamment en lien avec l'AFC. Et Florence a décidé de s'emparer il y a quelques années de la question de la professionnalisation des cueilleurs et des cueilleuses en France et de diriger une thèse sur ce sujet. Et c'est une thèse qui est financée depuis 3 ans donc par l'ADEME. Et j'explore moi la question de la professionnalisation en lien avec deux objets qui sont entremêlés la durabilité du métier, qui est elle-même du coup reliée à celle de la ressource en plantes sauvages, et la question de l'émancipation et l'épanouissement au travail. Ces deux thématiques, elles sont reliées. En effet, on a affaire à des personnes qui font pas ce métier par hasard, qui l'ont intégré par suite de reconversions professionnelles, de bifurcations diverses, et qui y trouvent une voie d'émancipation au travail en lien avec le vivant. Mais tout ça en étant confronté à diverses menaces qui pèsent notamment sur la ressource en plantes sauvages, qui poussent ces personnes à s'organiser collectivement, mais c'est aussi des raisons qui ont pu nourrir leur investissement dans ce métier. Et donc je me pose la question, moi, de savoir dans quelle mesure la professionnalisation pourrait ou non répondre à ces deux exigences de durabilité et d'émancipation au travail, sachant que la professionnalisation, ça recouvre un ensemble de processus qui peuvent potentiellement bouleverser l'identité d'une activité professionnelle, notamment quand elle est en lien avec la nature. Et donc l'idée, c'était pour la Norvège d'aller faire une incursion sur un terrain étranger pour tenter de voir les similitudes, les différences qui pouvaient surgir entre les deux territoires et faire ressortir les particularités du coup de l'Hexagone dans ce contexte. Donc ce que je peux déjà vous dire et que je vous ai déjà un petit peu dit, c'est qu'on a principalement affaire à des grandes différences, tant au niveau environnemental que de la démographie professionnelle ou de la manière dont se structurent les cueillettes commerciales en Norvège. Il y avait des liens qui étaient déjà présents entre du coup la recherche française et la Norvège. Notamment, c'était Florence qui avait rencontré Irénée Teichidor, qui fait partie du programme qui s'appelle Nordic People and Plants, dont je vous ai mis le logo en bas. Ça va, je parle pas trop vite? Je me demande toujours. Vous me... Ça va un Non, peu ça va, vite, mais mais il y a Ça va un quelqu'un peu qui a vite. demandé à être admis, et je pense qu'il faut que tu le oui, fasses toi. Ah, j'ai pas entendu.
Je Guillaume. disais, non, tu parles pas trop vite, mais il y a quelqu'un qui a demandé à être admis, Ah, qui est dans la salle ah. d'attente. D'accord, j'avais pas vu. Et moi, je veux bien que tu ralentisses un petit peu, s'il te plaît. D'accord, ok, ça marche. Alors, attends. Si, mais là, c'est parce que je partage l'écran. Donc, je fais arrêter le partage. Ah oui, d'accord. Ok. Admettre. Admettre. C'est bon. C'est Viola. Ouais. Viola et Olga Belichenko. Voilà. Allez, je reprends. Hop. Ok, c'est bon. Je pense pas que tu es obligé de. Tu dois pouvoir, tu dois pouvoir admettre sans Là, c'est quitter bon. le Là. Ouais, partage. Je pense. je les S'il ai y en a mis. d'autres qui arrivent, tu Ouais, vois. d'accord. Oui, Parce que c'est possible, hein. oui, ouais. C'était bon, je reprends. Et donc, le but de ce programme de recherche, donc Nordic People and Plants, c'est un programme d'ethnobotanique qui souhaite en fait retracer l'histoire du lien homme et plante depuis l'ère viking jusqu'à nos jours en Norvège. Et ce programme, enfin, il travaille avec plusieurs partenaires, dont une association appelée la NSNF, dont je vous reparlerai. Mais voilà, faut se souvenir qu'il y a une association dont l'acronyme, c'est NSNF. Et juste aussi, moi, je voulais mentionner les bourses d'études que j'ai décrochées pour financer ce séjour. Une première, c'était celle de la région Île-de-France pour la mobilité des doctorants, qui était facile à avoir. Et surtout, la première, c'est en termes de, de, du montant qui m'était alloué, c'était une bourse du Centre norvégien en France, je crois que c'est ce nom-là, qui est en fait une antenne de l'Université d'Oslo et qui propose une bourse d'études pour les chercheurs français invités par des chercheurs norvégiens et qui est aussi en tout cas de mon expérience, très facile à décrocher. Donc ça, c'est quelque chose à retenir si jamais vous voulez faire un travail de recherche en Norvège. Il faut penser à ces deux bourses d'études. Donc je continue. Mon terrain, je l'ai organisé en collaboration avec Paul Carlsen, qui est le directeur de la NSNF, cet asso dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est une personne ressource qui m'a beaucoup aidé en amont, avec beaucoup de contacts donnés et de la mise en lien avec les personnes sur place. Et comme vous pouvez le voir, mon terrain, il s'est focalisé sur la partie sud du pays, sachant que le pays il s'étire tout en long sur 13 degrés de latitude et au-delà du cercle polaire. Donc sur 5 semaines de présence sur place, c'était difficile d'envisager un voyage dans tout le pays et il n'y a que peu d'acteurs en lien avec les cueillettes commerciales au-delà de Trondheim qui représentent la partie la plus haute de mon trajet que vous pouvez voir. Au total, j'ai mené 16 entretiens avec des cueilleurs commerciaux et des acteurs institutionnels, notamment le Muséum d'histoire naturelle, la NSNF, l'Institut norvégien de recherche en bioéconomie, un botaniste anglais de renom spécialiste des plantes vivaces de Trondheim et la Fondation notamment pour le développement de l'agriculture biologique en Norvège. Et j'ai aussi pu réaliser 2 sorties de cueillette, une de champignons et une de plantes sauvages dont je vous reparlerai. Donc là, moi, j'aborde dans cette diapo les affordances, entre guillemets, du territoire norvégien. Moi, je trouve la notion d'affordance assez intéressante, et notamment sa version politique, dont parle Pierre Charbonnier dans son ouvrage Abondance et liberté, qui date de 2020. Grossièrement, on peut définir les affordances, ce qu'il appelle les affordances politiques de la Terre, comme les prises qu'offre le substrat matériel d'un territoire à la pensée politique. Donc ce substrat, il ne définit pas automatiquement la pensée politique qui en découle, évidemment, mais il permet de mieux comprendre les différentes conceptions politiques qui ont pu émerger dans différents contextes, dans différents territoires. Donc, évidemment, je ne vais pas approfondir cette notion par manque de temps et puis même de connaissances personnelles profondes sur ce sujet, mais je conserve cette notion pour montrer comment la notion d'affordance, elle permet de voir comment un territoire donné, il offre des conditions spécifiques ou entraîne certaines restrictions, en l'occurrence ici à l'activité de cueillette, qui est une activité insérée dans les espaces ruraux, ce qui me permet de dire ici que là, je vais traiter de la cueillette dans les espaces ruraux et pas de la cueillette urbaine, ce qui est aussi le cas pour ma thèse en France, je traite de la cueillette dans les espaces ruraux. Donc une première chose qu'on peut dire par rapport à la Norvège, c'est que seulement 3% du territoire est occupé par des terres agricoles. En France, c'est la surface agricole utile, elle représente 45% de la superficie du pays. Les forêts et les reliefs montagneux, ils occupent une très très grande partie du reste du territoire et on le voit sur le GIF à gauche. J'ai superposé les calques des terres agricoles en jaune, donc ce qui apparaît en premier,
avec la couverture forestière ensuite. Ce qui reste, c'est en gros des fjords qui peuvent s'avancer très loin dans les terres et des zones de montagne qui sont évidemment des zones incultes. En termes d'espèces de plantes, on compte plus de 2000 espèces de plantes vasculaires auxquelles on peut rajouter un bon millier de bryophytes, de conifères et de fougères. En France, on est plutôt sur le triple en termes d'espèces sauvages, de plantes sauvages. Et en Norvège, on estime à environ une centaine de plantes qui sont cueillies. C'est une estimation vraiment très très large, sachant qu'en France, une étude a été faite il y a quelques années qui aboutissait à un chiffre d'environ 700 plantes pouvant faire l'objet de cueillettes commerciales. Mais sachant que là aussi, il faut nuancer, il y en a que une centaine qui font véritablement l'objet de prélèvements conséquents. En revanche, en Norvège, on compte plus de 9000 espèces de champignons, dont 140 ont été identifiées par la NSNF. Je présenterai cet assaut après. 140 ont été identifiés comme étant comestibles. Donc on a vraiment un lien, enfin une forte présence des champignons dans les cueillettes, et j'en parlerai après. L'agriculture, elle connaît un déclin qui est similaire à celui qu'on retrouve en France, avec un baisse du nombre d'exploitations, un vieillissement de la population agricole, une tendance à l'augmentation des superficies qui reste beaucoup plus petite qu'en France. En ce qui concerne la filière spécifique des PAM, des plantes à parfum aromatique et médicinal, j'ai trouvé quasiment aucune information dessus. On m'a redirigé dans les entretiens une seule fois vers enfin plusieurs fois, mais vers une seule entreprise qui produirait des plants d'espèces médicinales. Évidemment, cette très faible structuration de la filière des PAM, elle est due notamment aux conditions climatiques. Les conditions climatiques pour la culture des pommes sont très défavorables. On trouve majoritairement plutôt des cultures maraîchères, céréalières et surtout de l'élevage bovin, laitier et à viande. Et voilà, donc ça a une conséquence évidemment sur le fait on ne rencontre pas en Norvège, genre en tout cas je n'ai pas rencontré et je n'ai pas eu d'informations sur la présence de profils de paysans-cueilleurs, donc de personnes qui font et de la mise en culture de plantes et de la cueillette, comme on en trouve en France. Donc ce qui m'amène à vous parler maintenant plutôt du contexte démographique et économique du pays. Il est très particulier, il est commun à toute la Scandinavie, à tous les pays nordiques, même si la Norvège s'en démarque quand même par des niveaux de richesse encore plus élevés que les pays voisins. Ce niveau de vie très élevé, c'est à mon avis une des clés de compréhension de la faible professionnalisation de la cueillette en Norvège, qui s'explique d'un côté par un coût du travail très élevé et de la possibilité offerte à la plupart des habitants d'accéder à des revenus salariés élevés en comparaison aux faibles bénéfices qui sont tirés de la cueillette. On pourra en reparler après. De même, il existe à ce jour pas de filière de cueillette de grande ampleur, en partie pour les mêmes raisons. Et pour ce qui est par contre des cueillettes massives existant dans le nord de la Suède ou de la Finlande, principalement par des populations de travailleurs immigrés, j'ai eu quelques témoignages sur leur existence en Norvège, mais j'ai pas particulièrement poussé ce sujet et Samuel va nous en parler après. Donc la Norvège, elle compte 5,5 millions d'habitants et une grande partie de cette population vit dans des centres urbains. Et c'est surtout la région d'Oslo qui tire en fait cette population, sachant qu'elle concentre 1,5 million d'habitants tout au sud. Et on a vu la taille du territoire entier qui est énorme. Donc en conséquence, on a une très très faible densité de population qui est de 15 habitants par kilomètre carré. Et l'économie norvégienne, elle a changé de visage à partir de la fin des années 60, avec la découverte de gisements de pétrole qui assurent aujourd'hui une véritable, on peut vraiment parler d'une manne financière, sachant que le fonds souverain norvégien, c'est le plus important du monde, un fonds souverain qui a été créé dans les années 90 et qui représente aujourd'hui, moi j'ai un peu sauté au plafond, il représente 1,5% de la capitalisation boursière mondiale. Et il représente 3 fois le PIB du pays. Donc c'est vraiment énorme. Donc le niveau de vie, il est extrêmement élevé dans un modèle nordique d'État-providence qui mêle une économie de marché qui promeut le libre-échange, qui promeut une forme d'individualisme, mais aussi une forte présence des pouvoirs publics et une moindre concentration des hauts revenus que dans d'autres pays. Évidemment, un tel modèle économique, il implique d'importantes ressources, ce qui est le cas pour la Norvège, dont le PIB par habitant est 2,5 fois plus élevé qu'en France et quasiment 2 fois plus élevé que son voisin suédois. Et je pense qu'il est quand même nécessaire aussi, pour un petit peu mieux comprendre le contexte, d'ajouter que quelques éléments qui ont trait au traitement médiatique qui est fait sur les pays nordiques à propos de leur rapport à l'environnement. En Norvège, du fait de ces volumes d'exportation de pétrole, si on inclut la pollution qui est dite externalisée, la Norvège se retrouve 7e pollueur mondial.
en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, sur le territoire national, presque 100% de l'énergie produite est issue de sources renouvelables, à 90% de l'hydroélectrique. Et donc le rapport qui est dit privilégié à la nature qu'ont les habitants de la Norvège ne doit pas faire oublier derrière qu'on a un système consumériste extrêmement polluant, une insertion dans le capitalisme, que symbolise la promotion, par exemple, des véhicules électriques dont les ventes détaxées ont explosé ces dernières années. Sauf qu'on a aussi remarqué en une décennie, de 2010 à 2020, que le nombre de véhicules par ménage a augmenté de 10%. Ça, c'est une petite précision que je préfère faire. Donc, ces éléments-là, ils nous permettent de bien mieux comprendre le rapport qu'entretiennent les habitants du pays aux espaces naturels. Et globalement, il est très facile, même depuis des aires urbaines, de rejoindre des espaces pour des pratiques de loisirs nature qui sont très répandues et qui rassemblent énormément de personnes les week-ends ou pendant les vacances. Toutes ces pratiques, elles sont regroupées derrière la notion de Friluftsliv. Donc, il y avait une personne qui est spécialiste des pays nordiques, donc je m'excuse pour la prononciation. On peut traduire par vie au grand air. C'est une notion qui est extrêmement répandue, qui sert souvent, on peut le voir de paravent, à des initiatives de marketing touristique, qui n'hésitent pas à en parler très facilement comme d'une philosophie, un mode de vie. Donc les loisirs de nature, c'est évidemment des activités sportives, mais aussi des activités de prélèvement d'espèces sauvages, animales, donc chasse, pêche, ou végétales. Et en 1957, en Norvège, une loi a été votée pour entériner, pour officialiser ce rapport, pour mettre dans la loi ce rapport aux espaces naturels, qui implique, ce rapport aux espaces naturels, un déplacement qui doit être libre dans ces grands espaces forestiers et montagneux. Ce droit, on le nomme droit d'accès à la nature, l'Alemansretten en norvégien, littéralement le droit de tous ou le droit de tout un chacun, qu'on traduit en anglais par right to roam, qui désigne roaming, une errance libre, sans but ou destination. Je trouve ça intéressant, la notion, le terme anglais. Et en français, on l'appelle donc communément droit d'accès à la nature. Et donc, je vais vous parler de ce droit d'accès à la nature qu'on retrouve dans toute l'Europe du Nord, qui possède différentes déclinaisons, qui sont abordées dans un article très intéressant de Camille Giraud, donc rien à voir avec Nicolas Giraud dont je vous ai parlé au début, un article de 2018. Et en Norvège, le droit d'accès à la nature, il est consacré aussi dans cette loi, du coup, de 1957. Il désigne le droit d'accès à la nature de manière générale, il désigne le droit de parcourir et de profiter des espaces naturels indépendamment de leur statut foncier. En Norvège, la manière norvégienne de l'envisager dans la loi, il est fondé sur le discernement et la responsabilité individuelle des personnes qui sont en mobilité dans ces espaces, tout en précisant bien quand même que certaines zones ne sont pas incluses à ce droit d'accès. Donc, par exemple, les espaces agricoles, les jardins privatifs, ou aussi il y a la fixation d'une distance minimale à laquelle on doit se tenir des habitations pour camper, par exemple. Et il y a quelques exceptions qui sont notables en ce qui concerne les espèces prélevées, notamment par exemple les noix, qui ne peuvent être que consommées sur place, et certaines espèces rares de baies comme la plaquebière, cloudberries. Et l'exemple, par exemple, des noix, il est révélateur. Du temps des Vikings, il y avait beaucoup de populations nomades qui traversaient le territoire, qui avaient besoin de garanties pour pouvoir s'approprier des plantes et des champignons dans les espaces, dans ces mêmes espaces. Or, les noix constituaient pour les populations sédentaires un aliment peu périssable et une réserve de nourriture pour l'hiver. Et les cueillir les prélever et les amasser pouvaient déposséder les habitants locaux, d'où ce genre de restrictions qui concernaient aussi les oignons ou par exemple l'angélique, qui a été mise en culture très tôt dans les pays nordiques. Et l'article, je reviens sur l'article de Camille Giraud, cet article analyse ce droit nordique en termes de capital environnemental, dans une perspective plutôt bourdieusienne de convertibilité des capitaux entre eux. Le capital environnemental, il désigne l'ensemble des investissements socio-économiques, idéologiques, émotionnels, politiques ou artistiques, par exemple, l'ensemble des investissements dans l'environnement réalisés par des acteurs selon leur représentation, leurs intérêts et leur système de valeurs spécifiques. Ici, dans le cas de ce droit d'accès à la nature, il existe une possibilité pour chacun de se constituer un tel capital en profitant à sa manière de ce droit d'accès à la nature, étant donné qu'il n'est pas restreint par un droit de propriété plus restrictif ou très restrictif, comme c'est plus le cas sous nos latitudes. Et la question dans cet article qui est posée, c'est de savoir à quel point il serait possible de transformer ce capital environnemental en véritable capital économique, ce que représente au fond l'activité de cueillette commerciale. Si on le reformule dans une perspective économique, ça revient à savoir si le droit d'accès à la nature
peut aussi se constituer en une sorte de droit à exploiter, ce qui est évidemment pas spécifiquement envisagé dans les textes. Ça apparaît pas aujourd'hui comme un enjeu particulièrement pressant en termes de ressources, du fait de l'abondance des espaces et des espèces, notamment pour les baies, mais ça a déjà été un objet de débat, notamment, il me semble, en Suède. Je laisse cette question en suspens pour justement en arriver petit à petit à vous présenter les acteurs des cueillettes en Norvège, et notamment cette fameuse NSNF dont je vous parle depuis le début. C'est l'Association norvégienne des champignons et plantes utiles. Là, je vous traduis son nom norvégien, dont je vous passe la mauvaise prononciation. Les plantes utiles, c'est une traduction un peu barbare, mais ça désigne les plantes dont on peut faire un usage, principalement, en l'occurrence, culinaire. C'est une très ancienne association qui a été créée au début du XXe siècle et qui a bénéficié dès ses débuts d'une forte légitimité, notamment parce qu'elle était, dès sa création, reliée au monde académique. Elle regroupe une quarantaine d'associations locales qui regroupent en tout 7000 adhérents. C'est vraiment énorme par rapport à la population. Elle organise des formations de reconnaissance des espèces, mais aussi des sessions sur la manière de s'en servir, et on est toujours sur des usages principalement culinaires. Et elle organise aussi des conférences de mycologie et de botanique, donc il y a toujours ce lien avec la recherche qui est présent. Et donc c'est pour ça que je pose la question de savoir si c'est une entité plutôt unique au monde, parce que j'ai pas trouvé d'autres exemples d'associations qui a en même temps un pied. Ah, il y a une personne de l'AFC qui nous rejoint, excusez-moi. J'ai pas trouvé d'autres exemples d'associations qui possèdent un pied en même temps dans le monde de la recherche et en même temps un pied dans l'usage vraiment très concret par tous les adhérents et de pratique de la cueillette dans des usages culinaires et pas uniquement botaniques. Et cette association, elle a créé depuis quelques années un statut qui est très intéressant, qui est celui de contrôleur ou contrôleuse expert. Au début, c'était contrôleur de champignons et il y a désormais ce statut au niveau des plantes. Donc ces contrôleurs experts, ce ne sont pas des professionnels, c'est des personnes qui acquièrent un statut de vérificateur. Euh, Ce sont des personnes qui acquièrent un statut de vérificateur des espèces cueillies. Concrètement, il s'agit de tenir des stands de vérification d'accès public un jour où les personnes sont de sortie, un week-end par exemple, et où les personnes ramènent sur ce stand leurs produits de cueillette pour vérifier le fait que ça soit, par exemple, surtout pour les champignons, une espèce qui ne soit pas évidemment toxique. Et dans tout ça, vous allez me dire, où sont les professionnels? On n'en a toujours pas parlé, mais si j'ai décidé quand même d'introduire la NSNF avant les professionnels, c'est parce que cette association est constitue un vrai pivot dans les pratiques de cueillette, amateurs et professionnels. Sur la photo de droite, là, on voit en l'occurrence une candidate au titre de contrôleur expert lors d'un examen organisé à Oslo quand j'étais arrivé. Et une des épreuves consistait en la reconnaissance d'une cinquantaine d'espèces différentes. Je reviens sur la question de la professionnalisation de la cueillette, dont je vous ai dit qu'elle elle ne rassemblait au final que très peu de personnes. Donc la professionnalisation, dans le sens que lui donne la sociologie des professions, ça peut être l'ensemble des processus qui font aboutir à un état jugé bénéfique de profession. Dans le cas de la Norvège, comme je le disais, on est loin du foisonnement de processus qu'on peut observer en France, tant au niveau de l'organisation collective du métier que dans les différentes initiatives qu'on observe autour de la reconnaissance des cueilleurs ou de la lutte, par exemple, pour la reconquête du titre d'herboriste, qui inclut en partie, évidemment, la cueillette des plantes. La possibilité d'engranger un revenu tiré des cueillettes en Norvège, elle est apparue dans le sillage du mouvement New Nordic Cuisine, qui est apparu au Danemark au début des années 2000. Ça consiste en une véritable invention d'une tradition culinaire scandinave qui promeut notamment, dans un mouvement plus large, l'utilisation de nouveaux ingrédients locaux et notamment d'ingrédients sauvages et notamment, du coup, évidemment, plantes et champignons. Donc ça regroupe une constellation de restaurateurs moyens haut de gamme qui vont s'approvisionner directement ou se mettre à travailler avec des intermédiaires qui vont cueillir pour eux. C'est à ce moment-là en Norvège qu'il est devenu possible de devenir, donc dans les années 2000, de devenir fournisseur de restaurants en plantes sauvages et en champignons, de fournir aux restaurants des plantes sauvages et des champignons, ce qui explique le lien qui est toujours très fort entre cueilleurs et restaurateurs. Et c'est marrant parce qu'en France, ce phénomène de cueillette pour les restaurateurs, il est encore assez marginal, sachant que les cueillettes commerciales sont tirées par les usages médicinaux et ou industriels, compléments alimentaires, tisanes, etc., ou dans la vente directe par les producteurs-cueilleurs, avec beaucoup de guillemets, les petits cueilleurs.
J'ai pas mentionné, il existe également des cueilleurs professionnels d'algues que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de rencontrer, donc je les aborderai pas aujourd'hui. Et donc la cueillette, elle constitue seulement une facette, une partie du revenu qui est engrangé par ces personnes qui cueillent. En effet, une partie d'entre elles organise en complément de revenus, pour se faire des compléments de revenus, comme en France, des sorties botaniques et ou mycologiques, des formations, ou participent à la publication de livres qui leur permet d'engranger des revenus issus de leurs droits d'auteur ou de formations autour du livre ou d'interventions autour de leur livre. C'est ici qu'un lien se crée avec la NSNF. C'est une plateforme qui va par exemple en hiver, donc en basse saison, organiser des webinaires qui font intervenir des cueilleurs professionnels et des sorties en été qui font aussi intervenir les mêmes cueilleurs. Du fait de leur connaissance, ces professionnels y contribuent à diffuser des savoirs, notamment autour de la durabilité des pratiques, ce qui leur donne une certaine légitimité auprès des amateurs. Et en effet, c'est intéressant de le noter parce qu'il peut y avoir une certaine frilosité des amateurs. La sociologie des adhérents de cette association, c'est principalement des retraités avec un niveau de vie très élevé. Il peut y avoir une certaine frilosité de leur part à envisager la commercialisation des plantes, qui peut être perçue et critiquée comme étant opportuniste. Donc le truchement de la NSNF, c'est un moyen de légitimer ces professionnels et c'est une dynamique que porte notamment son directeur, Paul Carlsen. Je vais avancer un petit peu. Souvenez-vous que j'ai évoqué un chiffre très très réduit du nombre de cueilleurs professionnels, moins d'une vingtaine. Parmi ces cueilleurs, il y a un amateur qui s'appelle Yimandre Sten, qui a créé il y a quelques années une entreprise dont vous voyez le logo en bas, qui s'appelle Trøndelag Sankeri et qui emploie aujourd'hui de manière intermittente, on va dire une quinzaine de personnes. C'est une entreprise qui a connu une croissance très rapide et qui travaille aujourd'hui avec 130 clients différents, à 95% des restaurateurs. Elle a vendu 5 tonnes de produits sauvages et plus de 2,5 tonnes de plantes en 2023, ce qui la situerait, si on parlait d'une seule personne en France, du côté des gros cueilleurs. Mais là, je vous ai dit quand même qu'il y avait une grosse quantité de personnes, enfin une quinzaine, une vingtaine de personnes qui sont employées par intermittence. Quel est le profil des cueilleurs de cette entreprise et plus généralement des cueilleurs et cueilleuses rencontrés en Norvège? Le profil des personnes qui travaillent en Norvège, qui réalisent des cueillettes commerciales, il est très intéressant. Cette entreprise-là, Trøndelag Sankeri, en l'occurrence, elle ne revendique absolument pas une activité d'insertion ou d'aide au retour à l'emploi pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais il s'avère que ça s'en rapproche dans la réalité. Les cueilleurs que Yimandre, le directeur, le créateur de cette entreprise, recrute, c'est des personnes qui sont adhérentes de l'antenne locale de la NSNF, qui sont venus par bouche à oreille et ont contacté l'entreprise pour travailler. Et il s'agit de personnes qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, trouver un emploi stable et une situation qui leur conviendrait de manière pérenne dans une organisation plus classique du travail. Donc, je m'explique, c'est plusieurs personnes qui sont atteintes notamment de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et ce trouble, évidemment, dans une certaine mesure, il est incompatible avec un travail de bureau ou avec des interactions de travail plus formelles. Et la cueillette fournit pour ces personnes un revenu complémentaire et intermittent. C'est-à-dire que ces cueilleurs, ce ne sont pas des salariés, c'est des freelances payés à la tâche, mais ça convient autant aux créateurs de l'entreprise que aux cueilleurs salariés, parce que ces cueilleurs, ces personnes, elles touchent l'équivalent de ce qu'on appellerait en France une allocation adulte handicapé, parce que leur trouble, leur maladie est reconnue par l'État. Donc normalement, elles ne peuvent pas dépasser un certain seuil de revenus tirés du travail, qui est fixé par les médecins pour chaque personne. Et la cueillette, c'est un moyen d'engranger un complément de revenus que ces personnes veillent à ne pas dépasser en arrêtant de travailler à partir d'un certain moment. Quelque chose qui serait quand même difficile à réaliser dans un cadre de travail plus classique, on va dire. Mais les profils de ces cueilleurs embauchés par cette entreprise, ils sont similaires à ceux d'autres cueilleurs indépendants que j'ai rencontrés et qui sont dans une situation similaire. Ceux qui n'ont pas un profil caractérisé par la présence d'un trouble ou d'une maladie comme celle-là, ils ont des revenus qui sont plutôt tirés, comme je vous parlais, des formations qu'ils dispensent, de la publication de livres ou d'autres activités professionnelles. Malgré le faible nombre de personnes qui tirent un revenu de la cueillette, le lien entre ces troubles mentaux ou physiques et cueillette, il est notable. Et au-delà de la question du revenu, la cueillette, elle offre à ces personnes la possibilité d'être régulièrement dans un environnement qui les apaise, en étant libres de décider du rythme de leur travail, tout en effectuant une tâche qui est reconnue socialement, donc ce qui leur permet par ce moyen d'acquérir via leur travail une certaine reconnaissance sociale, notamment pour, par exemple, en formation. Et à mon avis, c'est quelque chose de très révélateur qui fait un écho avec ce que j'ai observé en France. On a une similitude au niveau des motivations des personnes à faire de la cueillette un pivot de leur vie, ainsi que des bénéfices qu'elles en tirent.
Donc des bénéfices, j'espère que vous aurez compris, qui ne sont pas uniquement commerciaux. Et le point commun qu'on peut tirer entre ces profils et les cueilleurs français, c'est le caractère, et là je mets évidemment des grosses guillemets, atypique de ces travailleurs vis-à-vis de l'organisation dominante du monde du travail. La cueillette, c'est une activité qui va venir répondre à différents besoins ou exigences, qu'elles soient d'ordre économique, social, éthique ou psychologique. C'est le principal point commun que j'ai observé, et le fait qu'en Norvège, ce caractère atypique se caractérise par la présence de ces troubles ou de ces maladies, ça doit évidemment être pris avec des pincettes dans l'analyse, mais c'est une constante, et les cueilleurs l'ont beaucoup évoqué dans leur discours. Dans tous les cas, la filière des plantes de cueillette, elle est très très peu structurée, elle est tournée quasiment uniquement vers les restaurants, et les pratiques de soins autour de l'herboristerie sont quasi inexistantes. Le contexte norvégien, il est encore plus restrictif qu'en France. Il a été vraiment difficile de trouver des interlocuteurs sur le sujet. Le développement qui est en cours de la cueillette professionnelle, il est vraiment orienté pour l'instant vers les pratiques alimentaires. Je voulais vous présenter 3 profils de cueilleurs, mais je pense que là, j'ai déjà pris le temps qu'il faut. Ça va faire 35 minutes. Je pense que le mieux, c'est peut-être que je m'arrête s'il y a des questions. Voilà. Je vous propose de m'arrêter là, et puis si c'est pertinent, je passerai au profil de cueilleurs rencontrés qui pourront peut-être répondre à des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a ou pas? Moi, j'aurais une Ah, question. je crois qu'il y avait une question. Attends, je vais la poser, puis je Ok. laisserai la parole. Normalement, c'est la salle d'abord. Oui, j'aurais une question qui serait plutôt sur. Tu nous as pas du tout parlé des espèces prélevées, d'une part. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms de plantes dominantes dans la cueillette, d'une part. Et d'autre part, il y a une différence peut-être que tu n'as pas soulignée, mais qui est compréhensible, mais qui est intéressante à relever aussi, c'est que l'univers de la cueillette, l'univers des champignons, c'est quelque chose qui est, on va dire, confondu en Norvège. J'ai oublié de le préciser, ouais. Alors, du coup, je commence par le lien plante-champignon. Ma thèse en France, je travaille sur les cueilleurs de plantes vasculaires. Parce que les pratiques de cueillette de champignons professionnels, en France, elles sont peu documentées par rapport aux pratiques de cueillette de champignons amateurs. Et en plus de ça, que dans mes recherches, dans les recherches sur les cueilleurs de plantes en France en général, on trouve très peu de profils qui allient cueillette professionnelle de plantes et de champignons. En tout cas, moi, j'en ai vraiment eu très très peu. Donc, en France, on peut déconnecter l'analyse champignon et l'analyse plante, ce qui n'est pas possible en Norvège parce que les deux cueillettes sont vraiment complètement imbriquées. C'est-à-dire que tous les cueilleurs dont je vous ai parlé font et de la cueillette de champignons et de la cueillette de plantes. En termes d'espèces, il y a des espèces comme l'angélique. Là, j'avais ramassé des espèces maritimes. J'ai plus les noms sous les yeux. Je les avais sur mon carnet que je n'ai pas ici parce qu'il est chez moi. Des espèces maritimes, du littoral, pardon. Beaucoup de champignons. Et en fait, les 2 principales sources de revenus vraiment qui permettent d'engranger un certain bénéfice, ça va être l'ail des ours qui, comme dans le reste en tout cas au moins de l'Occident, a connu une explosion ces dernières années et qui permet de se tirer un certain revenu quand on arrive à en cueillir une grosse quantité. Et en automne, ça va être les cueillettes de chanterelles, en l'occurrence, qui sont vraiment extrêmement recherchées, qui permettent de se tirer un revenu aussi, mais qui est beaucoup moins, comment dire, il y a beaucoup moins de visibilité sur la cueillette de champignons que sur la cueillette de plantes. On n'est pas certain que ça sera une bonne année à champignons. En l'occurrence, là, cette année, c'était une bonne année. Voilà, c'est les 2 principales plantes et champignons, 2 principales espèces qui sont une source importante de revenus. Pendant qu'on pose des questions, tu peux peut-être enlever l'écran partagé pour que. C'est bon, il Ah, est enlevé normalement, je crois. Ah bah je l'ai là, il est derrière. Ouais, je pense que vous nous voyez avec Florence, non? Je pense. Oui, c'est bon. Oui, oui. Projeter. Tu veux projeter quoi? Projeter le zoom. Ah oui, d'accord. Je sais pas comment faire. Ouais. Alors, maintenant, oui, il y a une question d'Anatole? Oui, bah peut-être une question un peu par curiosité, quelles interactions, s'il y en a, et de quelle typologie elles sont avec les cueilleurs amateurs finalement? Est-ce qu'ils fréquentent les mêmes territoires, ils ciblent les mêmes espèces? Et puis, bah, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a un peu des grands traits sociologiques de ces interactions-là? C'est vraiment par curiosité.
Du coup, les interactions, j'en ai un petit peu parlé en évoquant le fait que ces cueilleurs commerciaux, les principales interactions qu'ils vont avoir avec les amateurs, ça va être au sein de la NSNF, de cette association. Et c'est assez rigolo parce que c'est un peu une rencontre de deux profils complètement différents. La grande majorité, je disais, des adhérents de cette association, c'est des personnes âgées avec un haut niveau de vie. Euh, qui vraiment sont sur l'usage culinaire des plantes et la découverte des espèces. Il y a un intérêt beaucoup plus récent pour les plantes, qui est venu dans la même vague du milieu des années 2010, aussi en Norvège, alors que les plantes étaient un petit peu plus, entre guillemets, déconsidérées. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est, j'espère vous avoir montré que les profils de cueilleurs commerciaux, c'est des personnes qui, moi j'avais entendu une expression, je ne sais pas si elle est purement norvégienne, mais des personnes qui ne sont pas A4. Et dans beaucoup d'entretiens différents, j'ai eu différentes expressions de personnes qui me parlaient des cueilleurs professionnels norvégiens comme des personnes n'étant pas standards, entre guillemets, des personnes qui rentrent difficilement dans les cadres du monde du travail. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une formation de la part de ces personnes auprès d'amateurs sur les espèces, sur les cueillettes et aussi, par exemple, sur la durabilité des cueillettes. Donc c'est pour ça que je disais, il y a une transmission par les professionnels de savoir autour des espèces cueillies, des dangers, éventuellement peut-être de l'ethnobotanique aussi, je ne sais pas trop, j'affirme pas, auprès de personnes qui peuvent avoir un rapport assez méfiant, comme je disais, vis-à-vis de la commercialisation, étant donné qu'il y a vraiment, il y a pas, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu en entretien, le fait que les revenus soient tellement élevés qu'il n'y a pas un besoin d'aller chercher des cueillettes ou d'aller chercher des revenus complémentaires. Donc garder cette activité comme une activité vraiment amateur. Et là, pour le coup, les professionnels sont des personnes qui ont évidemment un rapport commercial aux plantes. Donc ça, c'est tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce que tu me parlais? Tu me parlais des territoires. Euh, Là, je pourrais pas, je saurais pas te dire. Si, et donc juste, ils arrivent vraiment via cet organisme-là, à parler d'une même voix et à se faire reconnaître comme une entité finalement un peu commune auprès des institutions. Je pense à la production de réglementation, par exemple, on les considère comme un tout et on les distingue pas forcément en fonction de leur socio-économie finalement. Et ben justement, ça c'est intéressant, c'est que étant donné que c'est enfin, en énorme majorité des cueilleurs amateurs, le rapport aux autorités, enfin, aux institutions, aux autorités, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment comment dire, pas vraiment de voix à faire porter. C'est pas un syndicat. En revanche, Paul Carlsen, là, le directeur de la NSNF, lui, il serait assez favorable à la création d'une telle entité qui regrouperait les professionnels. J'ai pu en parler avec Yves André aussi, qui est donc le créateur de cette entreprise qui a amené les cueillettes à un niveau avec beaucoup de guillemets industriel. Et en fait, les principales, là je vais dire confrontations avec les autorités, c'est au niveau des autorités alimentaires donc d'hygiène et de sécurité alimentaire, qui peuvent, dans les contrôles qu'elles font auprès des restaurateurs, par ricochet, venir un peu perturber l'activité des cueilleurs. Donc là, il y aurait potentiellement une voie à faire à porter pour se structurer autour de la question de sécuriser l'approvisionnement aux restaurateurs et de s'éviter des contrôles des autorités alimentaires qui peuvent potentiellement des fois aboutir à des fermetures administratives ou des choses comme ça. C'est le principal rapport avec les institutions entre cueilleurs professionnels et institutions dont j'ai pu entendre parler. Ok, merci beaucoup. De rien. Moi, j'aurais une question s'il y a personne alors, sur la question de la pression sur la ressource. Tu as pu avoir des éléments là-dessus? Mhm. C'est-à-dire, est-ce qu'on assiste de façon, on va dire, relative, hein, à une tendance, enfin, à une demande, il me semble que oui, de plus en plus importante pour consommer des plantes sauvages, en gros. Est-ce que ça se traduit par des volumes prélevés de plus en plus importants, éventuellement des inquiétudes sur certaines plantes? Alors, assurément, les volumes prélevés ont augmenté, étant donné l'engouement et l'apparition aussi de quelques professionnels. En ce qui concerne vraiment de pression sur la ressource, elle est très, 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 très peu évoquée.
parce que c'est, pour les acteurs que j'ai rencontrés, pas un sujet, à l'exception de cet écologue botaniste que j'avais rencontré, qui travaille dans la même région que cette entreprise et qui, lui, voit d'un certain mauvais œil l'apparition de professionnels, en plus déjà des cueillettes amateurs qui ont explosé. Il n'y a pas vraiment d'enjeu sur la ressource, notamment par exemple l'ail des ours, mais quand même, il y a il y a eu un institut qui serait un institut privé j'ai oublié mon mot, une sorte d'observatoire des espèces, mais des personnes qui font T'es relevé? des relevés, voilà, qui a placé sur sa liste rouge l'ail des ours au niveau national. Mais en fait, ça a été souvent évoqué par les cueilleurs comme un peu quelque chose de contradictoire, parce qu'en fait, l'éventuelle mise en danger de l'ail des ours, elle venait du fait que c'était dans la région d'Oslo, où la cueillette d'ail des ours a explosé, et que en fait, c'est éventuellement uniquement dans cette région qu'il peut y avoir un sujet sur la pression sur la ressource en ail des ours. D'un autre côté, il y a d'autres cueilleurs voilà, qui ont dit que c'était un peu contradictoire parce qu'il fallait préciser que c'était que dans cette région-là qu'il y avait une éventuelle mise en danger de la ressource, mais que ça prouvait aussi qu'il y a quand même un réseau d'observateurs locaux assez dynamique. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant dans le cas d'apparition de nouvelles modes, notamment autour des plantes. Samuel, Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? je vais relayer sinon. Bien. Non. On va tous se serrer. On entend bien, c'est bon. Vous entendez bien? Ok. Vous n'avez pas envie de Je suis lancer bien le- entouré, alors c'est bon. J'avais juste une réflexion par rapport ce que tu disais, le nombre de cueilleurs. J'ai calculé par rapport à la population totale, en fait, et comparé à la France, ça ferait, en fait, la population norvégienne est 14 fois plus petite que celle de la France, et donc si tu as une vingtaine de cueilleurs professionnels, ça fait 280 cueilleurs. Oui. Ça équivaut à 280 cueilleurs en France, mais bon, là, tu avais dit 200 dans la FC. Ouais. Donc il y en a beaucoup plus, quoi. C'est Ouais, exact. Et en plus, rapporté à la densité, à la taille du territoire Énorme. qui est quand même plus petit que la France, mais quand même malgré tout Ouais. très grand, ça fait une petite densité. Enfin, voilà. Et sinon, ça c'était juste pour faire Ouais, un non, mais petit calcul pendant ça. ta présentation. Et l'autre chose que je voulais te poser comme question, c'est, alors pareil, c'est par curiosité, la première, c'est tu as parlé de l'angélique officinale, c'est ça, Ouais. Angélica arcangélica. Tu as dit qu'elle était cultivée, ça, je voudrais savoir ce que tu... Parce que pour moi, c'était une espèce qui était effectivement hyper importante dans les cultures nordiques. Ouais. Mais pour moi, c'était cueilli. Donc, du coup, je voulais savoir si tu en savais plus. Elle est cueillie. Alors oui. Alors est-ce que peut-être que j'ai dit non, il me semble Non, qu'elle parce que c'est est mise en possible. culture. Ça peut être mis en culture. Elle est mise en France culture et en aussi, fait, elle a été mise en culture et on a aussi retrouvé des traces de domestication de l'angélique aussi. Ah ouais. Voilà. Ok. Mais alors, est-ce que j'aurais dit une bêtise? Ah, de domestication, carrément. J'ai un doute énorme. Ok, bon. Bref. Désolé. Ouais, non. Et l'autre question, c'est sur les baies, du coup, puisque, alors, ça, pas pour faire la transition, mais du coup, les baies sont complètement exclues de la cueillette là, des plantes sauvages ou j'ai mal. Non, pas du tout. Pas Non, du non, tout, elles elles font sont. partie Ouais, D'accord. c'est ça, Ok. elles en font partie. Mais ça, ce qui est différent, du coup, de ce que tu observes en France, Ouais. où les cueilleurs de plantes sauvages, est-ce que ça inclut les cueilleurs de baies? Oui, D'accord, ça ok. peut inclure des cueillettes de baies professionnelles. D'accord, ok. Ok, ouais, Carrément. d'accord, Ouais, très carrément. bien. Les confitures, ça marche. Ah oui, c'est vrai, bah oui, il y a Voilà. les confitures, bah oui, bien sûr. C'est ça. Ok, Ouais. ok. Qu'est-ce que tu disais la première Non. chose que tu as dit par rapport au nombre de personnes? J'ai une question. Tu as une Ouais. question de Olga qui dit est-ce qu'il y a un calendrier de cueillette? Comment les cueilleurs comprennent-ils qu'il est temps pour aller à la forêt pour certaines herbes, etc. Désolée, j'ai une très faible connexion, je ne peux pas parler. Merci Olga. Alors, donc je réponds rapidement à la question d'Olga, puis ensuite Fabienne qui a une question. Et juste pour répondre sur la question du nombre, le ratio, c'est vrai que c'est intéressant à faire parce que du coup, ça donne l'impression qu'il n'y a pas si peu de personnes, en effet. Mais plus, par contre, ce qui est assez surprenant, c'est le très faible nombre de personnes par rapport à l'abondance de la ressource, qui est bien plus abondante qu'en France. Pas en termes d'espèces, mais en termes là, pour le coup, de volume prélevable. Mais il y a une très faible structuration de la filière à cause des faibles revenus que génère cette activité par rapport à tout ce qu'il est possible de faire par rapport à la Suède, où par exemple, il y a des cueillettes qui sont beaucoup plus structurées professionnellement sur des plus grands volumes.
Pour la question sur les calendriers de cueillette, oui, il y a un calendrier de cueillette qui est similaire à celui que vont respecter entre guillemets les cueilleurs en France. Comment les cueilleurs comprennent-ils qu'il est temps pour aller à la forêt pour certaines herbes? Euh, J'imagine que ça, pour le coup, c'est exactement la même chose qu'en France. Il y a une connaissance du territoire par les cueilleurs les cueilleurs et les cueilleuses qui leur connaissance du territoire et la gestion j'allais dire, d'un portefeuille voilà, d'un savoir et d'un portefeuille entre guillemets de sites sur lesquels ces personnes vont se rendre. Voilà, c'est ce que je peux te répondre. Et par rapport au calendrier de cueillette, il y a une saisonnalité aussi qui est extrêmement forte. Voilà, qui est aussi une des raisons pour lesquelles il est difficile de se tirer un revenu de la cueillette en Norvège. Moi, j'imagine que le temps de cueillette, vu le climat, on va dire, on est Oui, plus c'est au ça. nord, il est plus réduit Beaucoup plus- peut-être, plus plus- concentré sur un Et puis en même temps, il y a espace. quand même les champignons qui prennent aussi Ouais, une bonne, ouais. un Enfin, bon il est relais, moins quoi. étalé dans l'année. Et Ouais. il est complètement moins étalé, sachant qu'il y a des cueilleurs en France qui arrivent à avoir des cueillettes sur une. Enfin, Fabienne, tu peux peut-être en témoigner, et je ferai la transition avec ta question. Il y a des cueilleurs qui, sur certains modèles d'activité, ont une très très longue saison de cueillette qui ne s'arrête au final que très peu de temps dans l'année. Ouais. Et vas-y, Fabienne, on t'écoute. J'aurais juste une question, parce que moi j'ai mon mari qui travaille en Norvège, donc on y va tous les ans. D'accord. Ok. Je, parce que comme je suis arrivée un petit peu en retard, je suis désolée, j'avais des problèmes de connexion. Est-ce que l'herboristerie a une importance en dehors de la culture celte, je veux dire, c'est-à-dire qu'on a la culture celte, le rapport à la nature. Est-ce que finalement, parce que moi je l'ai pas noté énormément, que le soin par les plantes, apparemment c'est pas quelque chose qui les impacte vraiment, ils ont plus la culture entre guillemets du contact à la nature, mais pas du soin par la nature, dans le Ouais, sens où nous, on entend. exactement ce que j'ai perçu et les informations que j'ai pu tirer en entretien, c'est que du coup, comment dire, le soin par les plantes, euh, je l'ai évoqué avec les autorités de sécurité alimentaire. Il y a un rapport qui a l'air d'être beaucoup plus strict par rapport à l'hygiène et la sécurité et la santé, qui fait, entre autres choses, que la vente et le conseil sur les plantes, même par des médecins, est beaucoup plus restrictif qu'en France. En France, on a ce monopole des médecins et des pharmaciens qui peuvent faire de la vente et du conseil sur les plantes. En Norvège, même les médecins peuvent être poursuivis s'il y a des conseils sur les plantes qui ne respectent pas des règles très strictes en termes de documentation de leurs allégations et de leurs prescriptions. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de médecins qui ne peuvent ou ne veulent pas trop s'approcher de cette dangereuse activité qu'est l'herboristerie. Et du coup, il n'y a pas de statut d'herboriste. Il y a des personnes, j'ai rencontré une personne qui cueille et qui a une pratique en phytothérapie, mais c'est très très encadré. Et donc c'est beaucoup moins développé qu'en France. En revanche, en ce qui concerne le lien avec la culture celte, j'ai vraiment absolument rien à dire là-dessus. Et voilà. Mais non, Parce que parce c'est que pas du c'était tout le quelque chose que rapport à j'avais la vu. nature, en fait. Oui, Le c'est ça. rapport à la Ouais, nature. Et c'est par ça. contre, il me semble, mais j'ai pas creusé, hein, parce que j'ai pas eu le temps et je vais peut-être le faire un jour. Par contre, on a le soin par les plantes, là, qui est un petit peu en défiance aussi avec les autorités, c'est au nord, par rapport aux Samis, Ok, ouais. ouais, et la culture, parce qu'ils ont aussi une culture, du coup, vétérinaire Et oui, et oui, humaine par les ouais, plantes. Mais ils ne ouais. l'ont pas au sud de la Norvège, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça peut-être Samuel pourra en parler plus mieux, beaucoup mieux que moi. Donc en Norvège, on a une population norvégienne et les populations samies au nord, qui elles possèdent une culture vraiment d'utilisation et des usages des plantes beaucoup plus développée. Ça, oui, pour le coup, c'est à noter. Merci pour les infos. Non, merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais te demander, est-ce que les cueilleurs, vous m'entendez? Ouais, ouais, parfait. Est-ce que les cueilleurs, en fait, comment dire, ont toujours plutôt des débouchés vers des restaurants? Est-ce que eux-mêmes font des ventes directes? Est-ce qu'ils sont, comment dire, ils vont de la cueillette jusqu'à la commercialisation? Est-ce que certains le font? Alors, très, très peu. La plupart vraiment ont commencé et les pionniers de la cueillette en Norvège
commercial, hein. Donc vraiment, d'ailleurs un des profils que je voulais vous présenter, c'est un restaurateur qui est un des pionniers de la cueillette commerciale. C'est un restaurateur, un chef cuistot, aussi atteint de troubles de l'attention avec son hyperactivité, qui est passé du côté de la cueillette et qui est devenu fournisseur de plantes pour des restaurants, des grands restaurants norvégiens qui étaient dans ce mouvement de la New Nordic Cuisine. Donc on a très peu de profils qui font de la vente directe, comme tu dis. J'en ai rencontré qui font une vente directe de leurs produits lors de leur sortie, de leur formation, de choses comme ça. Mais à ma connaissance, il n'y a pas, par exemple, et là ça reboucle avec l'agriculture, il n'y a pas de présence de marchés locaux, par exemple. Il n'y a pas de présence de ce genre d'endroit qui pourrait représenter un débouché. Il y a eu un tout petit mouvement qui est apparu pendant le Covid qui ressemblerait de loin à un début de structuration de ce qui ressemblerait à des AMAP, mais c'est pas du tout sur le système des AMAP, par exemple, qui permet un premier lien entre consommateurs et producteurs qui est pas présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez, qui m'a beaucoup marqué, en tout cas, personnellement. C'est l'absence de ce type de débouché. Ouais. En fait, donc, ils sont pratiquement en situation d'être en situation d'emploi d'une manière très, comment dire, fluide. C'est-à-dire, Eh ben, c'est-à-dire qu'ils ont des débouchés qui sont quand même relativement assurés, puisqu'ils ont ils ont ouais, des clients qui vont leur acheter. ouais. Et voilà. Et alors, donc, j'avais une autre question, c'était aussi relatif à la distance qu'ils parcourent pour aller faire leur cueillette. Est-ce qu'ils cueillent plutôt à proximité ou est-ce qu'ils sont, enfin, d'une certaine manière, ils essayent de remplir leur carnet de commandes? Les personnes que j'ai rencontrées, du coup, c'est quand même un nombre pas si faible par rapport au nombre de professionnels, étaient dans des rayons plutôt locaux, assez territorialisés. Et même cette entreprise, Trøndelag Samkeri, dont j'ai parlé, elle ne cueille que dans la région du Trøndelag. Il y avait une personne qui était en attente. Elle ne cueille que dans cette région. Euh, donc, euh, donc, on est plutôt sur quelque chose de localisé. Et pour la distribution, c'est un réseau de distribution de produits frais qui, pour le coup, là, parcourt des grandes distances, donc plutôt, plutôt du nord du sud vers la région d'Oslo ou d'autres grandes villes du sud. Et par contre, oui, c'est assez fluide dans le sens où il y a des débouchés au niveau des restaurateurs, mais c'est aussi possiblement, ce qui n'est pas encore trop le cas, mais c'est aussi possiblement concurrentiel. Parce que ça peut engendrer, et l'apparition de cette entreprise, c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent en Norvège, parce que en fait, ça représente une manière de travailler qui est des coûts qui sont évidemment beaucoup moins élevés qu'une personne indépendante, euh, une capacité de distribuer à des restaurants qui sont éloignés via ce réseau de distribution. Et donc, il y a possiblement quand même une situation, si la filière de cueillette venait à se développer, euh, qui pourrait engendrer des concurrences assez fortes. Ouais. Ce qui est une crainte, pour le coup, des cueilleurs rencontrés. Ouais. J'ai Ouais. encore une dernière question, Ah, mais ok, ensuite il y aura une question de Samuel. Vas-y. non, c'est une question complètement différente par rapport au fait que ces personnes qui ont des profils atypiques et qui trouvent une forme d'épanouissement dans cette activité, est-ce qu'ils parlent de leur relation avec les plantes? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, est-ce qu'ils ont des liens spécifiques avec certaines des plantes qu'ils cueillent ou des baies ou des champignons? Et dans quelle mesure est-ce que ça contribue à cette forme d'apaisement, d'épanouissement? Eh ben, en termes de liens spécifiques avec des espèces, j'ai pas eu tellement de témoignages sur des espèces particulières. Mais par contre, c'est vraiment le fait de pouvoir se retrouver dans ces espaces, le fait de pouvoir gérer à leur manière leur temps de travail, euh, qui évidemment, il y a déjà quand même, pour la plupart des personnes, un lien à la nature assez présent dans l'enfance.
dans ces pratiques justement de nature, mais pas forcément. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, par exemple. Mais là, pour le coup, je trouve que ça devient plutôt de l'anecdote au niveau individuel. Mais par exemple, Yves André, le créateur de cette entreprise, lui, il a vraiment découvert ce lien à la nature et il l'a investi à fond en quelques années. Et lui aussi fait partie de ces profils qu'on pourrait dire atypiques. Euh, Par rapport à des espèces particulières, non, mais il y a vraiment le fait de se retrouver dans les milieux, sur ces zones de cueillette, un apaisement. Et un autre cas que je voulais vous présenter, c'est une personne qui elle est atteinte de fibromyalgie. Là, on est vraiment sur une pathologie qui a des conséquences physiques assez fortes et qui, en fait, la cueillette, l'activité de cueillette, pour elle, on est presque là dans le curatif. Je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir en parler au niveau des troubles mentaux et je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais en ce qui concerne la fibromyalgie, il y a le fait que cette activité lui permet de garder de pas, j'avais le terme précis, c'est-à-dire de ne pas avoir de la perte de masse musculaire qui augmente les symptômes de la maladie. Et ça, c'était hyper intéressant à voir que la cueillette pouvait avoir un rapport apaisant. Mais là, on était carrément, si on poussait un petit peu le bouchon, peut-être dans un rapport carrément curatif. Ce qui, ce qui était que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce que ça fait évidemment écho, ce que je disais, aux témoignages de cueilleurs et de cueilleuses que j'ai récoltés en France sur leur rapport au vivant, sur leur rapport là, pour le coup, des fois à certaines espèces, à certains territoires de cueillette, en général à ce qui peut se passer autour d'eux avec d'autres espèces vivantes, des animaux, etc. Mais là, c'était vraiment enfin, comment dire, exacerbé. Je sais pas comment, je pense pas que le terme soit correct, mais voilà, si ça répond à ta question. Et il y a On va prendre une dernière question, s'il n'y a Samuel. personne parmi vous. Hein. Donc, je vous rappelle quand même que ce témoignage de Valentin, il est issu d'un séjour d'un mois avec tout ce que ça suppose 5 de semaines. déplacement, d'adaptation, etc. Donc, il n'était pas question de faire de Valentin un spécialiste de la cueillette en Norvège, mais plutôt d'avoir quelques contrepoints en fait, ça fait partie de la méthode hein, pour souligner les spécificités françaises à partir de Ouais. quelques petits zooms comme ça. Le fait que j'ai parlé du coup de Nicolas Giraud en début d'intervention qui aurait pu rapporter d'autres informations. Et il y avait aussi d'autres personnes éventuellement que j'avais invitées évidemment de Norvège à participer à cette réunion qui ne pouvaient pas venir. Et notamment Paul Carlsen qui est vraiment un interlocuteur de qualité et du coup Fabienne par rapport à l'AFC qui est une personne qui serait enchantée de faire un lien entre la NSNF et l'AFC. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, Samuel, vas-y, dernière question. Oui, Et puis... dernière petite question, je me demandais si on t'avait parlé du mouvement Slow Food et si c'était rattaché avec ce mouvement des cueilleurs, parce que moi, de ce que j'ai pu observer dans le nord de la Suède, c'est que tu l'as souligné tout à l'heure, le fait qu'il y a très peu de consommation qui est fait de produits locaux, puisqu'il y a très peu de production locale, que ce soit de légumes ou autre. Et l'essentiel des choses, des aliments sont importés, complètement désaisonnés. Et en revanche, ce qui m'a sauté, mais sans avoir évidemment étudié le truc ni creusé, c'est que la cueillette de plantes sauvages est peut-être un moyen de se rattacher à une forme de production ou d'alimentation locale. Et dans le nord de la Suède, en tout cas, c'était quelque chose qui pouvait être un petit peu rattaché au mouvement slow food que j'ai trouvé un peu plus présent que ce qu'il n'est en France, en tout cas à ma connaissance. Et je me demandais du coup si en Norvège, il en était de même ou si tu en avais entendu parler. Il n'en est pas spécialement entendu parler, mais c'est sûr que la promotion par la NSNF notamment et vraiment le gros travail qui est fait par son directeur pour ouvrir en fait les groupes locaux qui sont composés sociologiquement d'une population vieillissante, de retraités avec un niveau de vie élevé, il y a une volonté vraiment d'ouvrir ces groupes à des nouvelles personnes aux revenus peut-être moins élevés, plus jeunes, qui pourraient en fait tirer des espaces, du sauvage, des ingrédients qui ne seraient pas uniquement pour des activités de plaisir culinaire ou de découverte, mais éventuellement aussi des, voilà, une sorte pas de revenus, mais de, comment dire, d'économie ou alors de diversification des ingrédients. La question de la qualité de l'alimentation, elle est assez importante en Norvège.
C'est un des pays qui présente un taux du cancer colorectal les plus élevés au monde. C'est normal. Ça mérite quand même, je trouve, d'être mentionné quand on a le pays qui est aussi le deuxième pays le plus riche du monde. Ça a va. un lien et la qualité de l'alimentation est vraiment un sujet. Ça sera pour une prochaine intervention peut-être. Ouais, Fabienne, tu avais... Fabienne, encore une question? Juste non, c'est juste une petite précision. Une Je précision? pense que c'est quelque chose qui découvre l'alimentation sauvage ou même l'agriculture, quoi. Le dérivé de l'agriculture, c'est la nourriture par la cueillette. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on avait trouvé des champignons remarquables qu'on avait ramenés, que moi j'avais ramenés à l'hôtel en me disant on va se faire une poêlée. Et le cuisinier était choqué de ça. C'est pas dans leur culture, ils ont justement l'habitude d'avoir des choses importées très, très codifiées, et ils sont très codifiés de toute façon dans leur organisation de vie. Et ça me surprend pas du tout qu'ils n'aient pas cette. Je pense qu'ils ont un bon développement à venir, en fait. Ils peuvent que se développer au niveau de la cueillette parce que entre les changements climatiques et ainsi de suite, ils vont découvrir justement une autre façon de se nourrir, peut-être de soigner, mais au moins de se nourrir. Ouais. Et c'est là où, du coup, je me répète, mais vraiment le directeur de cette association est vraiment très intéressé par ce que fait l'AFC et enfin, ce qui se passe à l'AFC autour des cueilleurs en France de manière générale. Et en plus de ça, lui, il évoquait un modèle suédois de cueilleurs qui, en fait, déposent leurs produits de cueillette sur des containers qui sont dispersés sur un très grand territoire. Et c'est un système, en tout cas en Scandinavie, qui peut fonctionner par la confiance qu'il peut y avoir entre les acteurs et qui est pas du tout, du tout, du tout développé en Norvège. Alors que clairement, il y aurait de quoi le faire. Il y aurait la possibilité d'avoir ce genre d'activité. Bon, là, je parle vraiment d'un côté vraiment industriel, pas du tout au niveau des foyers, mais des ménages, mais Non, mais tu lui feras passer mes coordonnées en passant par carrément. l'AFC. Oui, carrément. Et Fabienne, quel est ton nom d'ailleurs? Gilbertas, oui, c'est vrai que On s'est croisés déjà? À l'AG. oui, À on s'est l'AFC? croisés. D'accord, On s'est croisés à l'AFC, on s'est croisés, je crois. d'accord. On s'est croisés plusieurs fois déjà. Ben, merci beaucoup. On va donc passer Merci, à... ouais. Merci à toi, Valentin, d'avoir fait cet effort de restitution qui n'était pas si simple que ça. Bon, c'était cool.